Bonjour à tous. Regardez en direct ou en différé. Euh, Avant toute chose, je vais commencer par la déclaration de reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que nous nous sommes réunis sur un territoire autochtone non cédé, qui est habité depuis longtemps par différentes Premières Nations et qui est encore aujourd'hui un lieu de rencontre de différents peuples autochtones et allochtones. Et nous saluons particulièrement les Kananiyaka, nation gardienne des terres et des eaux, qui forment aujourd'hui la ville de Montréal. La colonisation a eu des effets dévastateurs sur les sociétés, les cultures autochtones, et se souvient entre autres de l'histoire récente des pensionnats autochtones, de la mort, de la souffrance de plusieurs milliers d'enfants qui ont vécu. Et nous reconnaissons aussi le rôle du Canada dans la race des années 60, où d'autres milliers d'enfants ont été enlevés à leurs parents à travers notamment la loi sur la protection de la jeunesse. Et aujourd'hui encore, il y a la disparition de milliers de femmes autochtones qui demeurent inexpliquées. Nous reconnaissons donc que le colonialisme perdure encore aujourd'hui dans les politiques et les institutions canadiennes, dont l'université, et que le racisme systémique marque le fonctionnement de nos institutions, et en tant qu'universitaires, chercheurs, intellectuels, nous nous engageons à nous renseigner, à nous éduquer, à contribuer à la prise de conscience, prise de connaissance sur l'histoire autochtone, sur l'histoire coloniale et sur les revendications décoloniales autochtones, de même qu'à valoriser la place et la voix des Autochtones dans nos enseignements. Alors, cette semaine, c'est l'avant-dernière présentation du cycle de conférences Ville terrestre. Et nous sommes très contents de recevoir Mathieu Duperex. Mathieu Duperex qui est, en fait, qui a plusieurs chapeaux, qui a plusieurs, disons, identifications disciplinaires, qui est philosophe, qui est théoricien, qui fait également du terrain, qui est artiste aussi, qui est maître de conférence en sciences humaines à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille. Il a dirigé le collectif urbain Trop Urbain. Est-ce que ça existe encore, Urbain Trop Urbain? Oui, c'est un petit peu en pause et puis le site a été hacké. Ah, bon. Donc on est en train d'essayer de réparer le site. Alors, il renaîtra éventuellement, Urbain Trop Urbain. Bon, en fait, c'est la raison pour laquelle on se connaît. Vous avez participé il y a très longtemps, en 2010, à la publication de No City Guide sur Shanghai. Oui, Mais depuis, bon, il a fait plusieurs travaux en humanité environnementale notamment, mais des travaux qui sont multidisciplinaires, des travaux qui sont très littéraires, dans lesquels on retrouve aussi d'apports artistiques, de supports visuels, d'anthropologie technique. Euh, Parmi les publications, certaines publications qu'on peut mentionner, il y a le livre Voyage en sort incertain, qui est sorti, bon, je me souviens plus si en quelle année, ça c'est en 2019, donc aux éditions Wild Project. ouais, Voyage en sort incertain, je pense qu'il y a une réédition assez récente d'ailleurs. ouais, il y a une réédition. Une enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi. Moi, bon, je me souviens je pense que je suivais sur Facebook à ce moment-là. Donc, une enquête dans les deltas du Mississippi qui avait été assez mouvementée, si je me souviens bien. Oui, Et, il a aussi publié récemment un petit livre qui s'intitule La rivière et le bulldozer en 2022. Donc, c'est des ouvrages intéressants, justement, qui sont très transversaux sur le plan disciplinaire, qui à la fois montre son résultat d'enquête de terrain, mais aussi qui inclut beaucoup de littérature, de la poésie, de biographie, et aussi énormément de supports visuels, à la fois artistiques, mais aussi techniques. Donc, ce sont des ouvrages quand même assez uniques, qui sont justement assez variés, qui ont plusieurs niveaux narratifs, plusieurs dimensions. Euh, et en fait, il va nous parler aujourd'hui justement à la fois de la question des bassins versants, mais aussi de leurs implications dans une pensée sur la ville chez les modernes. Donc, une conférence qui va être intitulée Potamopolis,
un regard sur le métabolisme urbain et démographique. Bah, merci infiniment pour cette présentation et merci aussi pour cette charte de déclaration en territoire autochtone qui m'a beaucoup touché et j'aimerais à l'occasion que tu m'envoies le texte. C'est très beau. Euh, je vais essayer de... tu me diras si je dois accélérer parce que bon, j'ai composé beaucoup de diapos et évidemment peut-être que ça serait un petit peu trop que de s'attarder trop de temps sur chacune, puisque sinon on n'en finira pas. Et de toute manière, effectivement, je vais marier des références qui sont plus davantage artistiques d'un côté, puis des références à caractère plus scientifique ou d'autres plus illustratives de l'autre. Euh, donc, ce que j'aimerais juste un petit peu avancer auprès de vous, c'est un certain nombre de petites thèses qui touchent à la période, le régime, l'ère dans laquelle nous sommes, qui s'appelle l'Anthropocène, dont l'un des noms de baptême est l'Anthropocène. Et donc, quelques thèses de géologie en fait du contemporain. Et alors ça va toucher évidemment la question urbaine, la question aménageuse de l'aménagement, mais aussi la question des cycles sédimentaires, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, sur l'Anthropocène, je pense qu'il n'y a pas trop lieu de passer beaucoup de temps en termes de définition. Il y a ici un visuel qui est celui d'une grande accélération, hein, qui est assez communément partagée comme idée d'un début de l'Anthropocène au moment de la seconde révolution industrielle, puis d'une grande accélération post-Seconde Guerre mondiale dans les années 1950 avec cette séquence des Trente Glorieuses qui marque, tout du moins en Europe, mais en fait partout, qui marque de très fortes courbes asymptotiques sur tous les secteurs de la production et de l'extractivisme et de la continuation d'ailleurs d'un certain nombre de pratiques coloniales, avec des déséquilibres forts entre les Sud et les Nord. Euh, il faut revenir au fait que l'Anthropocène dans laquelle nous sommes, elle est évidemment extrêmement mobilisée, quoi. Elle traduit plutôt une mobilisation par le capital en fait de tout le vivant, mais pas que le vivant, puisque je vais vous parler pas mal de la minéralité finalement, puisqu'on a plutôt l'habitude de voir des travaux qui montrent combien le capitalocène, donc combien le capitalisme néolibéral mobilise, enrôle dans son mouvement de globalisation tout un ensemble d'êtres, et notamment la biodiversité dans son ensemble. Un très fort pourcentage hein, de par exemple, de la biosphère est vraiment à l'usage des humains. Il est anthropocentré. Donc 80% de la photosynthèse, par exemple, est entre les mains des humains. Donc c'est une biosphère extrêmement mobilisée, comme on le sait. Mais cette mobilisation générale, elle touche aussi à des choses qui sont plus invisibles et que les études en métabolisme urbain mettent pourtant en évidence depuis très longtemps. Alors je reviendrai sur la question du métabolisme tout à l'heure. Cette ère, si elle est géologique, évidemment, elle touche aux strates du sol. C'est-à-dire qu'elle doit trouver un certain nombre de repères stratigraphiques
qui mettent en évidence le changement d'époque géologique que nous vivons. Parmi ces repères stratigraphiques, il y a évidemment tout ce qui relève en fait de la sollicitation des hydrocarbures, hein, des énergies carbonées, en termes d'exploitation du sol, de gisements, de poches souterraines, d'autres étapes, d'autres âges géologiques que nous consumons. Donc l'Anthropocène, c'est une ère aussi de combustion en fait des legs sédimentaires de ce qui nous a précédé en termes géologiques et qui nous vient d'avant les humains, d'un temps souvent largement antérieur à l'apparition du genre Homo. Euh, cette puissance d'Homo sapiens, en tout cas, et de la modernité, cette puissance de la modernité, elle s'est souvent caractérisée d'ailleurs euh, on va dire, une affirmation assez insolente. Et j'aime souvent montrer cette publicité hein, de 1962, qui est une publicité pour un prestataire d'essence, hein, Esso. Euh, c'est une publicité où l'industriel se vante de fournir assez d'énergie pour faire fondre quotidiennement 7 millions de tonnes de glaciers. Donc c'est-à-dire que le fait que de faire bouillir la casserole, en l'occurrence, et de faire fondre la glace, qui est aujourd'hui euh, discutée dans toutes les COP comme étant l'un des problèmes du dégagement de gaz à effet de serre, est ici vu sous un jour extrêmement favorable en termes de démultiplication de puissance des humains et notamment des occidentaux euh, via cette énergie carbonée extrêmement puissante, extrêmement démultipliante en fait, cette puissance du feu qui a considérablement en fait accéléré les incidences de ce qu'on appelle l'Anthropocène. Avec cette question de sol, cette question de strates, l'un des aspects assez intéressants aussi de ce concept d'Anthropocène, c'est qu'il nous fait marier de façon un peu inédite la question de la géologie et celle de l'archéologie. Initialement, deux domaines extrêmement séparés, puisque l'archéologie était quand même le fait des vestiges, de l'étude des vestiges dans le sol, souvent, des traces de civilisation antérieures qui nous précèdent, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec les notions maniées par la géologie en termes en fait de composition minérale, de composition des sols, de stratification, d'héritage d'événements qui nous ont précédés depuis très très longtemps, comme des éruptions volcaniques au Mésoïque ou au Crétacé. Donc ça n'a strictement rien à voir. Pourtant, si l'Anthropocène est bien l'époque des humains, eh bien, d'une certaine façon, il y a une sorte de recoupement de ces deux sciences. C'est ce que montre très bien ce projet, qui est un projet artistique pour le coup, avec ces grandes carottes urbaines suspendues, notamment des carottes tirées du sol de Beyrouth, puisque les, les auteurs, les artistes, Hadji Thomas et Jolège, c'est un couple franco-libanais vivant entre Paris et Beyrouth. Alors il y a quelque chose d'émouvant à l'heure où Beyrouth est à nouveau bombardée, que de montrer ces carottages donc, qui ont été employés par les artistes avec l'aide d'archéologues, des carottages de sol urbain qui montrent d'ailleurs assez bien en coupe de quoi est fait en fait ce sol, par quelle superposition d'artefacts et de minerais anthropogéniques en fait se compose
ces couches de sol de la ville. De façon assez audacieuse, ils avaient suspendu leur, carotte à la verticale dans une solution de cire de résine liquide translucide qui maintient l'intégrité de ces carottages, même mis à la verticale, ce qui donne un très bel effet. Ce que j'apprécie, c'est que on voit là, en fait, Homo sapiens et les nouvelles époques urbaines, les peuplements urbains comme relevant d'un travail de technicien de surface, hein, de modification de, du sol. Et ces modifications du sol, elles peuvent prendre un terme en géologie qu'on appelle la discordance. Une discordance, en fait, désigne une absence, une rupture dans l'enregistrement géologique. C'est une solution de continuité qui se passe quand, par exemple, vous avez un glissement de terrain et qu'une couche géologique vient à rencontrer au même niveau d'horizontalité une autre couche géologique qui n'a strictement rien à voir dans l'époque. Euh, donc une discordance, c'est une fêlure dans le temps d'enregistrement géologique. Or, l'une des thèses bon, voilà, que j'avance, qui n'est pas si originale, c'est que par les pellicules techniques, ce qu'on peut appeler aussi la technosphère, que les humains composent, développent et dont ils affublent de tout un ensemble en fait de systèmes artefactuels, eh bien, ils génèrent une quantité considérable de discordance. Et être humain, c'est créer de la discordance, c'est-à-dire créer ce sort d'absence dans le registre géologique, des recouvrements, des confusions, des chaos dans le régime d'enregistrement des sédiments qui ont fait jusqu'à présent l'histoire de la Terre. Et donc l'Anthropocène, c'est une confusion assez chaotique de l'histoire de la Terre. Et ça, on le constate dans tous les marqueurs dits stratigraphiques, tous les marqueurs géologiques en fait, qui sont avancés pour témoigner de l'Anthropocène, qu'il s'agisse des radionucléides de la première bombe atomique, des os de poulet, du plastique ou du béton ou plein d'autres artefacts. Donc on sédimente d'une façon particulière, nous les humains, par rapport au grand système, on va dire, au grand système d'enregistrement et de genèse de la Terre, de genèse géologique du système Terre. Les humains, ils ont une façon très particulière en fait de créer de la sédimentation. Et voilà, donc ça c'est l'un des points que j'aimerais aborder. Cette façon très particulière, elle se traduit de développer du sédiment, se traduit aussi, je rejoins la déclaration inaugurale de tout à l'heure, par des épistémicides, c'est-à-dire en fait des destructions de savoirs vernaculaires autochtones qui ont trait au sol et aux hydrosystèmes, c'est-à-dire au système hydrologique, on va dire. C'est en colonisant des milieux habités, en érodant des paysages initialement façonnés par des activités plus respectueuses, c'est par toutes ces activités extractives que l'Occident a imposé en fait un nouveau cycle sédimentaire et une sorte de fossilisation sociale qui a été démultipliée par la puissance du feu. Donc ça, ce sont outre les sciences, la science géologique, une autre science du sol, c'est celle des couches superficielles du sol, celle du sol essentiellement organique, ça s'appelle la pédologie. Donc vous avez peut-être des cours
de pédologie. En pédologie, on distingue des horizons. C'est un terme assez beau pour désigner en fait des couches de sol qui procèdent en fait physiquement et chimiquement en fait du travail dans surtout des organismes vivants qui sont dans le sol. Alors, le père de la pédologie, c'était quelqu'un qui s'appelait Dokuchaïev, un, un russe qui écrivait à la même époque que Darwin, et donc qui a mis en évidence les lois de la pédogénèse, c'est-à-dire la construction du sol, la genèse du sol, et à l'époque où Darwin lui-même écrivait un excellent traité sur le rôle des lombrics, des vers de terre, dans la genèse des sols. Donc ces deux scientifiques s'intéressaient en gros au même objet, à savoir le sol vivant, ce sol vivant qu'on fait disparaître à très grande vitesse, notamment par l'extension urbaine. Donc ce qu'on appelle l'artificialisation des sols notamment. De quoi c'est fait l'artificialisation des sols? Ben, c'est fait de sols remaniés, justement, des sols de discordance, c'est-à-dire de fabrique de nouvelles couches. Et donc là, vous voyez évidemment plusieurs typologies de ces sols. Mais un sol agricole, c'est aussi un anthrosol, hein, c'est-à-dire un sol anthropogénique, notamment un sol agricole qui fait l'objet de labour, donc de retournement de terre. Euh, bien, c'est un sol extrêmement transformé, avec beaucoup de perturbations de la pédogénèse, comme vous le savez sans doute. Donc, on n'a pas affaire à la même chose entre un sol dit naturel et puis les nouveaux horizons pédologiques qui ont mis beaucoup de temps à être reconnus d'ailleurs par les instances scientifiques donc dans le monde, c'est surtout l'organisation de la FAO, de l'agriculture, qui classe les typologies de sol. Eh bien, cette organisation a attendu les années 1980 pour reconnaître les anthrosols, c'est-à-dire la pédogénèse anthropique, euh, comme étant une typologie possible. Euh, alors oui, comment on passe de la voie romaine, une voie romaine type qui fait œuvre d'aménagement déjà conséquent à ce sol urbain plein de réseaux, de trames, plein de superpositions en fait d'artefacts et de régimes techniques, réseaux techniques, hein. Donc de sorte que ce sol urbain, c'est un technosol, c'est un sol efficient pour un certain nombre de réseaux sociotechniques. Donc on est passé très très rapidement en fait. L'accélération a été extrêmement soudaine pour déboucher sur ces sols de la ville et ce métabolisme urbain qui est fondé depuis le XVIIIe siècle la fin du XVIIIe siècle sur un ensemble de ruptures, ce qu'on appelle des ruptures métaboliques, c'est-à-dire des distorsions entre ce que peut apporter un milieu en termes de ressources et d'énergie, et ce que ce milieu, est ce que celui qui reçoit peut rendre au milieu. La ville et la campagne sont rentrées en rupture métabolique, et Karl Marx en avait fait d'ailleurs l'un de ses objets majeurs, hein, la façon dont la grande ville était en rupture métabolique par rapport à la campagne, c'est-à-dire à partir du moment où la grande ville et la grande industrie se sont mis à absorber les ressources du vivant, les ressources de la campagne,
et à être dans un système de dépendance. C'est ça la rupture métabolique, c'est être dans un système de dépendance fort en termes, on va dire, énergétique au sens extrêmement large, c'est-à-dire ce qui fait vivre les urbains. Donc on a composé des villes qui sont par définition en fait en intense rupture métabolique et qui de ce fait en fait ont linéarisé en fait leur rapport ce qu'on appelle notamment la logistique, hein, c'est une linéarisation en fait de la production et aussi de la production de déchets d'ailleurs, entre ce qui rentre en termes de ressources et ce qui sort en termes de déchets. Tout cela exige énormément d'infrastructures, de routes, de plateformes logistiques, et donc encore une fois d'artificialisation de nos environnements. Cette artificialisation, elle peut être assez considérable, comme ici. Là, c'est un artiste, Charm Lim, qui était présent dans le pavillon de Singapour. Il relatait tout simplement la façon dont la ville, État de Singapour, avait fondé toute une dimension, presque le tiers de son territoire, en fait, sur des stratégies de poldérisation, c'est-à-dire d'artificialisation de nouveaux sols qui s'avancent sur la mer. Donc là, encore une fois, même lorsqu'il n'y a rien, lorsqu'il y a en fait quelque chose qui peut être appréhendé de façon foncière comme inexistant, eh bien, on a une capacité en fait à générer du nouveau foncier, à absorber soit le littoral évidemment, mais c'est beaucoup arrivé pour toutes les zones humides qui finalement d'un rien ou d'un blanc sur la carte sont devenus par appropriation, accaparement, sont devenus en fait des espaces fonciers, c'est-à-dire du nouvel espace urbain. Donc vous pouvez vous intéresser par exemple à la genèse d'une ville comme Phnom Penh pour illustrer cela. Alors évidemment, cette question de l'Anthropocène, elle engage aussi des questions de représentation qui doivent un petit peu vous concerner, c'est-à-dire comment on redessine la carte de ces altérations provoquées par l'Anthropocène. Alors plusieurs hypothèses sont formulées. J'aime assez celle qui est formulée par Frédéric Aituati, Alexandra Arène et Axel Grégoire dans leur livre Terraforma, et avec des hypothèses donc de recentrage, on va dire, du point de focalisation en fait de la représentation, en mettant au centre ce qu'il importe pour le film de la biosphère, et en périphérie ce qui est le plus extérieur en termes de géologie. Donc cette technique de représentation, enfin, cette mise au travail des représentations est là notamment pour essayer d'illustrer ce qu'on appelle la zone critique, qui est critique parce que justement c'est celle qui est menacée, et critique parce que c'est celle dont nous dépendons, à savoir ce petit biofilm à la surface de la Terre, parce qu'évidemment nous n'habitons pas la Terre comme nous n'habitons pas le globe de la Terre, pas du tout. Nous habitons à la surface de ce globe une toute petite couche d'espace qui est insignifiante à l'échelle, on va dire, des dimensions concernées, puisque c'est quelques kilomètres de hauteur de ciel et quelques centaines de mètres de profondeur qui font tout ce que nous sommes et qui font en fait l'habitabilité de notre milieu. Donc comment décrire ce film, ce film biosensible qu'est la zone critique? C'est un gros enjeu contemporain et qui est aussi à engager, d'après moi aussi, lorsqu'on aborde
peut-être des disciplines qui sont plus des disciplines plus engagées dans la transformation du territoire, mais qui elles aussi doivent revoir leurs outils, notamment à l'échelle du dépassement des limites planétaires. Donc aujourd'hui, faire du projet d'aménagement, c'est peut-être aussi considérer d'un point de vue local comment se positionner vis-à-vis de ces limites planétaires, de ce qui entame l'habitabilité de la zone critique. Et donc, ça exige de mobiliser une pluralité de disciplines et puis une pluralité de modalités de représentation qui sont peut-être plus efficientes pour caractériser le vivant que ne l'est la carte classique. Alors un petit zoom effectivement sur les cycles sédimentaires. Vous avez ici un très beau bloc diagramme hein, qui décrit le cycle de l'eau contemporain, donc avec les espaces anthropisés, les espaces d'agro-industrie, ce que ça fait aux nappes, les rectifications de rivières, les créations de réservoirs, comment tout cela est à considérer en fait dans la notion de cycle de l'eau, hein, qui lui aussi est quand même affecté. Le bassin versant aujourd'hui, tous les bassins versants sont extrêmement en fait affectés et perturbés par les modifications de territoires qui ont été engendrées par notre habitation et l'évolution de notre rapport au sol, notamment. Donc les déforestations évidemment, mais aussi les corrections de torrents de montagne, tout un ensemble d'actions sur les cheminements de l'eau, tout un ensemble d'actions sur les différents écoulements, exutoires, ressources, euh, drainage. Tout cela, évidemment, a une incidence sur de nouveaux cycles de l'eau et toutes les inondations catastrophiques qui sont provoquées en ce moment témoignent en fait de cette évolution du cycle de l'eau. Donc nous fabriquons aussi avec les sols, les modifications de sol, avec notre façon de sédimenter, notre façon de créer des discordances, eh bien nous fabriquons des aléas. Euh, alors on est très loin, évidemment, aujourd'hui, d'une représentation des rivières, des grands fleuves continentaux, qui soit indemne en fait d'une altération de ce cours. Donc si on prend les 25 plus grands fleuves du monde, euh, avec 25 grands fleuves, en fait on a environ la moitié de la surface continentale, donc on a quand même énormément en termes de bassin versant, on a énormément d'espaces habités. Et bien ces 25 plus grands fleuves du monde aujourd'hui déposent environ 45% 40% environ de charges sédimentaires, mais dans ces charges sédimentaires, en fait, la part des humains est considérable. Donc tous les systèmes hydrographiques sont des convoyeurs de sédiments. Et près de 90% des surfaces terrestres du globe sont connectées aux océans par les rivières, par les circuits hydrographiques. Sauf que l'anthropisation de ces cours d'eau est telle que la plupart en fait des rivières, des bassins versants en fait sont des environnements cyborg, des environnements hybrides très anthropogéniques parce que en fait on a domestiqué, plus qu'apprivoisé d'ailleurs, on a domestiqué, plié en fait les systèmes hydrographiques à certains usages plus commodes, de sorte que les rivières sont devenues des artefacts. On est très loin en fait aujourd'hui de parcours tels que ces lacis, c'est-à-dire ces survivances des anciens méandres dans le sol de la plaine,
Ça, c'est une carte géologique du Mississippi, produite par Harold Fisk, et dont vous voyez dans tous les régimes de couleurs, en fait, différents âges du méandrage, en fait, du vieux fleuve Mississippi, et combien ce vieux fleuve ne ressemble plus du tout à ça. Alors, vous avez ici en photographie aérienne la convergence de l'Ohio et du Mississippi. Et ici, une comparaison avec une image LIDAR, hein, de satellite d'acquisition topographique, qui permet de montrer en fait la justesse des observations du géologue Harold Fisk, hein, parce que c'est très répondant. Donc on voit comment la topographie garde une mémoire de la vitalité d'un fleuve. Sauf que, évidemment, le Mississippi aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il est endigué, il est enfermé, corseté sur plus de 3000 km, et il est très fortement, évidemment, industrialisé et artificialisé dans son lit majeur. De sorte que vous le savez sans doute, alors on a ici une image retravaillée, hein, du, euh, du delta du Mississippi avec la patte d'oie finale de l'exutoire du Mississippi dans le golfe du Mexique, et le lac Pontchartrain, et puis cette mise en dentelle du littoral, hein, dans le golfe du Mexique, du littoral de la Louisiane, qui se fait éroder, manger par la mer à la faveur des intrusions salines, qui profitent en fait de tous les tracés, de toutes les ruptures créées par l'industrie pétrolière depuis le début du XXe siècle pour s'immiscer en fait dans les zones humides côtières, les altérer et les dissoudre, on va dire, dans une sorte de soupe saumâtre, ce qui fait que la Nouvelle-Orléans est de plus en plus exposée au danger des submersions des ouragans. C'est notamment du fait de cette érosion des marais de bandes côtières, des marais d'eau douce de bandes côtières qui sont en train de disparaître. Mais s'ils disparaissent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont plus de recharge sédimentaire. Le sol coule entre guillemets sous son propre poids, il s'effondre. Cet affaissement s'appelle la subsidence. Et dans certaines zones du monde, la subsidence est de plus d'1 centimètre par an. Par exemple, le Bangladesh, même la ville de New York et la Louisiane. Donc, ce sont des subsidences extrêmement fortes, c'est-à-dire sous le poids du sol. Et en face, on a l'élévation du niveau de la mer, donc un effet de ciseau parfait. Euh, Comment on en est arrivé là? On n'en arrive pas là simplement juste par des questions simplement techniques. En fait, ce sont des questions sociopolitiques qui font que les territoires de l'eau et des flux sédimentaires, en fait, ce sont des territoires hydrosociaux, c'est-à-dire toujours traversés socialement parlant par eh bien, des politiques. C'est la manière dont la nature, en fait, est traversée de sociétés et de décisions et de coutumes sociales. Et donc les fleuves sont des territoires hydrosociaux. Et en l'occurrence, pour le Mississippi, vous voyez ici un diagramme de gestion tel qu'il s'est mis en place à la fin du XIXe siècle, hein, notamment après la guerre de sécession, où les ingénieurs du Nord, des États du Nord, ont remporté aussi, outre qu'ils ont remporté la guerre, ils ont remporté un combat idéologique contre les ingénieurs du Sud en termes de gestion des grands fleuves. Et donc on a créé le corps d'armée, le corps des ingénieurs de l'armée américaine, hein, USACE, pour gérer les grands systèmes hydrographiques
et selon une doctrine qui est celle de l'endiguement, c'est-à-dire de la construction d'un réseau de digues et de bassins de rétention et de barrages. Bon, les barrages notamment sont ce qu'on appelle des trappes à sédiments, c'est-à-dire qu'ils capturent, et ils capturent notamment, regardant le Mississippi, la rivière Missouri qui se jette dans le Mississippi, euh, elle apportait à elle seule plus de 50% des charges sédimentaires du fleuve Mississippi. Mais aujourd'hui, avec tous les barrages comme vous voyez, qui sont sur le cours de la Missouri River, eh bien, les sédiments sont bloqués. Tout ce qui relève de la turbidité de la rivière, tous les corps un peu lourds, eh bien, ils restent bloqués par les barrages. Donc globalement, le déficit sédimentaire, il se traduit par quoi? Il est d'une part l'effet de toutes ces rétentions de, de sédiments par les systèmes de barrage, et d'autre part par l'endiguement qui fait que les lits de rivière, le lit mineur, sans cesse labouré, sans cesse drainé, en fait, eh bien, projette les sédiments à corps perdu dans les océans, et les sédiments ne se déposent plus dans le delta. Ce cycle hydrosocial, en tout cas du Mississippi, il s'accompagne évidemment, depuis que la Nouvelle-Orléans existe notamment, de tout un système de protection contre les inondations qui est spectaculaire et qui a été extrêmement renforcé. Des centaines de kilomètres de murs, de digues qui ont été extrêmement renforcés post-Katrina, c'est-à-dire après août 2005, notamment. Donc il y a eu 10 ans de très grands investissements post-ouragan Katrina pour consolider la forteresse de New Orleans, forteresse qui se manifeste même par des édifices dont on se demande d'ailleurs s'ils ne relèvent pas du château fort, comme ici. Ça, je le commente parce que c'est simplement le mur. C'est une photo que j'ai réalisée en 2015 à l'occasion de l'anniversaire de l'ouragan Katrina, les 10 ans de post-Katrina. Et ce jour anniversaire, il y avait aussi une commémoration assez émouvante dans le quartier du Lower Ninth Ward, qui est le quartier qui a été le plus touché par l'ouragan Katrina, du fait d'une brèche opérée dans le mur de protection de ce quartier. Et c'est précisément ce mur-ci que je photographie et qui a été rebâti de façon plus solide. Il avait été percé par une barge et il s'en était suivi en fait une inondation de tout le quartier. Puis comme vous le savez, ce sont des maisons sans étage pour la plupart, donc avec les gens qui ont été noyés chez eux. Voilà, les fameuses pompes à moteur Caterpillar qui sont chargées d'expulser l'eau une fois qu'elle est rentrée dans la cuvette de New Orleans. Et donc toujours ces effets de frontières. Et bien sûr, cette question ici un petit peu presque cynique des zones à risque, et qui nous arrivent de plus en plus, ces zones deviennent inassurables, tellement en fait les systèmes assurantiels, publics comme privés, deviennent incapables en fait de couvrir la notion de risque. Suite à l'ouragan Ida, qui a beaucoup ravagé la Louisiane en 2021, eh bien, il n'y a pas moins de 9 compagnies d'assurance qui ont fait faillite. Et donc, beaucoup de reconstructions ne peuvent plus être assurées. Donc ça, c'est un point intéressant aussi de,
de la multiplication des aléas et de la question qui est posée par la modification des cycles hydrosociaux. Je vous ai mis la définition de l'inventeur de cette notion de cycle hydrosocial, Bollens, vous lirez ça. Euh, Toute la question est évidemment de savoir, alors je regarde un petit peu l'heure, oui je peux encore un petit peu prendre un petit peu de temps, euh, de savoir s'il faut, pour paraphraser Napoléon III, s'il faut faire la part de l'eau comme on fait la part du feu. C'était une phrase, faire la part de l'eau comme on fait la part du feu. C'était une injonction de l'empereur Napoléon III devant le Parlement français à la suite des inondations de 1856 en France et où Napoléon III engagé à de très lourds travaux d'endiguement du Rhône, ce qui fut chose faite l'année suivante pour dompter en fait les fleuves. Et donc on a assisté de toute façon partout au XIXe siècle à ces fameuses corrections de lits de fleuves et de rivières et qui s'est traduit par des artificialisations et euh, et il s'en est suivi, comme vous voyez ici, en fait, dans la vallée de l'Isère, près de Grenoble, il s'en est suivi effectivement un développement considérable de la tâche urbaine dans le lit majeur de ces fleuves et de ces rivières, comme vous le voyez ici, entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, comment cette tâche urbaine en fait s'est mise à occuper ce qui était autrefois le lit majeur de la rivière de l'Isère et évidemment de temps en temps eh bien ces rivières ou ces fleuves eh bien, se rappellent à nous et de façon extrêmement violente parce que en fait pour que quand ça casse vraiment évidemment les réseaux de digues. Et donc ici on a intelligemment on a essayé en fait de regardant l'Isère mais regardant beaucoup de rivières aussi on a essayé outre le réseau de digues en fait de créer en fait des de revenir sur une hypothèse qui était tout particulièrement défendue justement par les ingénieurs du sud d'Amérique du Nord, du sud des États-Unis, de revenir sur les plaines inondables comme étant des, euh, des exutoires en fait commodes pour voilà il faut générer des plaines inondables pour favoriser en fait des logiques de déversoir puis de vidange des trop pleins d'eau. Donc, ce sont aujourd'hui des aménagements un peu plus intelligents sur lesquels euh, vers lesquels nous nous dirigeons et qui compensent en fait la solidité des digues par ces plaines inondables. Alors c'est le cas à côté de chez moi, donc moi j'habite Marseille, donc je suis pas loin du Rhône, de mon département c'est les Bouches-du-Rhône, donc c'est l'arrivée du Rhône en Méditerranée. Et le Rhône traverse bien les villes d'Arles et de Tarascon, de Beaucaire notamment, dans le département des Bouches-du-Rhône, et qui sont des villes qui ont été particulièrement touchées, notamment par les inondations de 1856. Et aujourd'hui, encore dans le travail de rénovation des digues, de modification des ouvrages de protection, eh bien, on prend de plus en plus en compte, comme ici, en fait, tout un ensemble de logiques de bassins et d'exutoires avec en fait un double réseau de digues et de la plaine inondable, comme ici, en fait, ces vignes peuvent être inondées si le Rhône est trop haut. Et on conçoit maintenant des digues qui sont des digues submersibles, c'est-à-dire qui ont vraiment vocation, en fait, non pas à casser, mais à être submergées quand il y a un trop plein d'eau. Avec création aussi de zones humides pour faire un petit peu tampon dans tout ça.
Bon, un autre point que je vais traverser assez rapidement, mais toujours pour revenir sur cette question de la sédimentation et de la discordance des modernes, euh, dans ces déséquilibres métaboliques, euh, il y a évidemment la part que prend cet aménagement de la niche écologique d'Homo sapiens et cet aménagement qui se fait par en fait tout un retournement des sols. Et, là-dedans, il y a un engin dont je parle pas mal dans mon petit livre La rivière et le bulldozer. C'est évidemment le bulldozer, puisque lui aussi, en fait, il a une généalogie sociale importante qui permet de comprendre combien, en fait, son importance. Alors moi j'aime bien les engins de chantier parce que mon père était chef de chantier autrefois et j'ai vécu dans les grands chantiers africains. Voilà, donc comme au Nigeria et donc j'allais souvent voir les engins de chantier et je jouais souvent aux petits modèles réduits de ce type. Euh, et euh, une autre chose que m'a transmise mon père, il adorait les westerns, donc j'avais aussi cette culture du western. Alors ici, Rio Bravo, qui est un film qui se termine à la dynamite. Mais ce que j'appréciais dans les westerns, je crois que c'est souvent ces ruines finalement que s'est inventé en fait la représentation de soi des États-Unis. C'est comment ce pays neuf, en fait, s'est inventé tout un système de ruines symboliques qui ont fait très tôt partie de son patrimoine, et notamment dans le patrimoine visuel et artistique. En fait, le petit pan de mur, comme celui derrière lequel s'abrite John Wayne dans Rio Bravo, eh bien, c'est une mobilisation constante en fait dans les référentiels iconographiques des États-Unis. Donc ça m'a longtemps fasciné sans que je ne fasse vraiment le lien entre les deux, jusqu'à ce que je rencontre Dennis Scott Brown et, le studio Learning from Las Vegas qui, qui a beaucoup insisté sur les questions d'artificialisation des sols. Et puis aussi le travail de Robert Smithson, un, l'inventeur entre guillemets du land art, notamment à qui l'on doit la spirale jetée qui est faite sur un lac salé en Utah, avec évidemment camion et bulldozer. Et donc voilà le bulldozer et quelques travaux de Smithson, qui se raccordent pour moi aussi à une époque qui est en 1975, cette idée des nouvelles topographies d'un paysage altéré par l'homme. Donc c'était le titre d'une exposition célèbre, hein, Les Nouveaux Topographes, de 1975 et qui regroupait 10 photographes avec les seuls Européens, c'était le couple Bécher, hein, ceux qui font les hauts fourneaux notamment. Et là, on assistait à une représentation du paysage qui fait droit au petit tas de remblais sur le parking de supermarché, qui montre en fait cette artificialisation, cette occupation, cette invention euh, américaine d'un sol impossible, en fait, mais qu'on habite quand même. Et donc on s'est donné les moyens de l'habiter et notamment par deux inventions techniques, hein. D'un côté le bulldozer et de l'autre la climatisation, qui a fait qu'on a pu faire pousser Las Vegas dans le désert. Donc voilà les photos des nouveaux topographes. Et je reviens à mon bulldozer, et notamment l'un de mes préférés, là c'était le bulldozer D9 de Caterpillar. Alors
pourquoi le bulldozer? En fait, initialement, le bulldozer désigne uniquement cette lame de poussée de remblai, de poussée de sol qu'on adjoignait à un tracteur. Et donc c'est un brevet qui a été déposé dans les années 20. Et il s'agissait en fait de mettre un système de poussoir sur les tracteurs. Et très vite, le bulldozer, en fait, c'est une dénomination qui s'est étendue à l'intégralité de l'engin. Euh, l'une des conditions en fait, de succès énorme de cet engin, ça a été la guerre. La Seconde Guerre mondiale a été une guerre de terrassiers. Tout simplement parce que c'était pas une c'était une guerre de front mobile. On bombardait très lourdement, on détruisait des infrastructures, mais il fallait progresser de façon terrestre. Une fois les infrastructures détruites, il fallait les reconstruire, pour ainsi dire, dans la nuit. Et pour ça, il fallait débarrasser en fait tous les gravats que cette guerre a produit, et Dieu sait qu'elle en a produit énormément. Et donc, un génie militaire, un corps de génie militaire s'est créé euh, ad hoc. En fait, ça a été créé par les États-Unis pour assurer ce rôle euh, de conducteur, conducteur d'engin, terrassement et autres. Et comme le dit cette publicité de 1944, nous sommes dans une guerre, we are in a dirt moving war, nous sommes dans une guerre de mouvement de terre, de mouvement de sol. En fait, celui qui gagnera la guerre, c'est celui qui arrivera à pousser le plus de remblais. Euh, et ça s'est traduit vraiment par en fait une allocation d'engins de terrassement considérable dans l'effort de guerre. Donc c'était des centaines de milliers hein, d'engins, de conducteurs. Euh, donc il en a résulté un certain succès en fait, notamment de la firme Caterpillar, hein, qui avait été fondée en 1925 et qui avait produit ces tracteurs à chenilles à moteur diesel hein, qui sont apparus dans les années 30 avec des commandes hydrauliques qui ont progressivement remplacé en fait les câbles de levage de la lame du bulldozer, hein, donc les commandes hydrauliques qui renforcent en fait, qui permettent d'ajuster très simplement avec un levier l'angle de la lame de poussée et son orientation. Et que ce soit sur le front européen ou que ce soit dans la guerre du Pacifique ou la guerre de Corée, puis le Vietnam d'une certaine façon en fait, mais bon, d'abord dans ces guerres-là, en fait les Seabees, hein, c'est-à-dire les, euh, les soldats conduisant les engins de, de terrassement, comme ici encore une fois John Wayne qui incarne l'un de ces chefs d'une équipe de terrassiers avec le bulldozer qui s'appelle Natasha. Euh, donc c'est un très mauvais film qui décrit la bataille du Pacifique. Mais on voit dans ce film, on voit très très bien le rôle du bulldozer. Alors évidemment, il a fallu terminer la guerre et puis en fait ouvrir cette période de croissance économique totalement inouïe qui s'en est suivie, avec le plan Marshall qui favorise en Europe en fait l'achat d'engins, notamment de tracteurs pour les agriculteurs. Et aux États-Unis, on se demande quoi faire en fait de tous ces avions, de tous ces pilotes, de tous ces conducteurs d'engins. Et on a une croissance économique à,
a boosté alors qu'on a un régime industriel qui était le régime de la guerre qui tournait à plein. Et donc l'Anthropocène, c'est aussi un Thanatocène, hein. C'est-à-dire une époque de la conduite de la guerre et de l'administration de la mort particulièrement douée. Et donc, bon, les chantiers d'infrastructure, évidemment, de même que du côté agricole, on a beaucoup utilisé les pilotes, hein, pour ensemencer et couvrir de pesticides les grands champs de l'agro-industrie. Donc voilà la reconversion en fait du bulldozer et son succès qui ne s'est pas démenti depuis, au point que effectivement on a fait un lifting à Mother Earth, comme l'indiquait cette publicité. Là encore, une publicité soi-disant élogieuse qui quand même se retourne contre elle aujourd'hui. On ne peut plus la regarder sous le même jour aujourd'hui. Bon, le Caterpillar D9, il a aussi une issue guerrière tout à fait patente dans la militarisation de son modèle par l'armée israélienne. Ça, c'est une histoire pour dire aussi que en fait, l'époque militaire du bulldozer se poursuit aussi. Mais son avènement colonial vis-à-vis du territoire est de plus en plus affirmé, comme le montrent en fait toutes les déforestations et la poursuite de l'artificialisation des sols, mais aussi du plantatiocène, c'est-à-dire en fait du développement d'un âge de la plantation et de la monoculture. Là aussi, on retrouve le bulldozer. Alors, juste pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On connaît à peu près tout ça et je vais pas traîner outre mesure. Toute la question est de savoir si vous avez compris que l'Anthropocène, c'est un âge de multiplication des discordances géologiques, que parmi ces discordances géologiques, l'une des plus fortes perturbations a reposé sur les cycles de l'eau et les cycles sédimentaires, mais que tout ça, c'est une genèse d'un territoire hydrosocial, c'est-à-dire d'une composition entre la nature et les humains, et que ces compositions sociales, en fait, pour les rénover en profondeur, il faut les rénover en profondeur, en fait, pour passer à une nouvelle époque et pour sortir de l'Anthropocène et le plus rapidement possible, avec de nouveaux régimes sociotechniques et de nouvelles alliances, sans doute, avec les cycles hydrologiques, chimiques, sédimentaires, évidemment. Alors l'une, évidemment, des hypothèses que vous connaissez un petit peu au Canada, et en tout cas qui commence à poindre, notamment sous l'influence des populations autochtones, c'est la reconnaissance juridique des grands fleuves. Donc il y a une démarche en cours à laquelle je participe pour la Loire, pour le fleuve Loire en France. C'est une démarche artistique, hein, qui est développée par Camille de Toledo dans un livre dans un livre qui a été publié je pense que c'était l'an dernier, non, en 2021, c'est plus vieux que ça, Le fleuve qui voulait écrire. Là, l'hypothèse que l'on essaye de soutenir, c'est celle en fait d'un élargissement de la catégorie de personnalité juridique. Si on veut protéger les entités de la nature, si on veut les restaurer, si on veut renaturer, si on veut... Alors évidemment, il y a de pâles efforts qui sont faits dans ce sens-là, hein, qui essaient davantage d'écologiser les pratiques d'aménagement du territoire, mais c'est pas suffisant et sans doute dans les luttes à venir, faudra-t-il en fait s'armer de nouveaux moyens et parmi ces moyens, le droit
avec toute sa capacité de fiction, est important. Alors là, l'idée, bien, c'est de construire une opposabilité, hein, c'est-à-dire une capacité en fait des écosystèmes, des milieux, à se défendre en justice contre les atteintes qui leur sont faites. Et c'est-à-dire les milieux en eux-mêmes. C'est pas donc évidemment, vous allez me dire une forêt, une rivière, ça parle pas, et ça peut pas aller au tribunal. Mais en fait, ce qu'il s'agit d'inventer, c'est aussi tout le système d'organisation qui permettra de porter cette voix des fleuves, cette internationale des rivières qu'on appelle de nos voeux. Et donc, afin peut-être aussi de composer d'autres alliances, hein. Alors, quelqu'un que j'aime beaucoup, l'artiste Suzanne Musquet, notamment, incite à revenir à l'âge du castor, à la, le castor est un animal qui est un grand ingénieur écosystémique, qui est capable en fait de créer des zones humides euh, tout à fait, euh, tout à fait exceptionnelles et qui peuvent se traduire en fait par une réparation notamment de notre rapport à l'eau. Alors évidemment, on ne va pas réintroduire des castors partout, mais la question de faire alliance avec le castor, c'est une question plus large, qui est celle de, en fait, de réintroduire d'autres systèmes techniques, et par exemple des techniques qui soient davantage castor entre guillemets, c'est-à-dire biomimétiques vis-à-vis du castor, pour reconnecter notre rapport notamment au grand système hydraulique. Voilà, donc je vous ai laissé une biblio pour terminer, avec un petit parcours hein, que j'ai tenu dans cette conférence où je suis allé un petit peu au pas de charge, je m'en excuse, parce que j'ai voulu présenter beaucoup de choses à la fois. Donc je vous laisse le résumé aussi. Voilà.